notre débat consacré ce soir à la Syrie, deuxième partie de ce débat. Le président Assad qui a prononcé ce mardi un discours, le 4e depuis le début de la crise qui a commencé à la mi-mars. Le président syrien a promis une fois encore des réformes politiques avec un référendum notamment sur la Constitution prévu pour mars. Le président syrien qui s'en est pris également violemment à la Ligue arabe. On l'écoute. La Ligue arabe n'a jamais réussi à réaliser les moindres aspirations des peuples. La Ligue arabe n'a jamais défendu les États membres dont les terres ont été confisquées et les droits spoliés. La Ligue arabe ne s'est jamais opposée à Israël au sujet des territoires palestiniens occupés. Voilà, et puis la Ligue arabe a bien du mal lors de cette mission en Syrie. Elle n'a pas été très efficace, il faut bien le dire. D'ailleurs, il y a cette information qui nous parvient à l'instant. Selon l'ONU, 400 personnes ont été tuées depuis le début de la mission donc de cette Ligue arabe. Le CNS, le Conseil national syrien, qui n'en veut plus de cette Ligue arabe. Alors, Randa Kassis, c'est quoi la solution? C'est quoi l'alternative si les observateurs doivent partir? Alors, il y a deux choses. D'abord, je peux parler de la coalition, de la position de la coalition laïque et démocratique syrienne. Depuis le début, nous voulons et nous avons demandé une intervention militaire, une zone d'exclusion aérienne. Aujourd'hui, le CNS a repris voilà, dernièrement à Tunis, voilà. Il a repris. Il a bien sûr aussi demandé une intervention militaire et surtout une zone d'exclusion aérienne. Un peu sur le modèle libyen. Oui, ou plutôt Kosovo. C'est-à-dire de laisser d'avoir des villes qui sont bien sécurisées. Ouais, El Hafez, les observateurs de la Ligue arabe doivent partir aussi. C'est un échec, leur mission, c'est clair pour vous? C'est pas un échec. Ils ont déjà offert une grande occasion de temps pour le régime d'Assad de se promener, de bien tuer. Du temps bien au président sûr, syrien. Tout à fait. Donc je ne me tombe pas qu'Assad insulte le monde, donc lui, la Ligue arabe qui les a offert pas mal d'occasions. Donc Quelle est l'alternative? L'alternative. Donc la Ligue arabe va partir, on demande que sera transféré le dossier vers les Nations Unies. Ouais, c'est le Conseil de sécurité. S'il ne prend pas des mesures... Ce que demande Bourhan Ralioun aujourd'hui, le chef du CNS, qui demande donc que le dossier soit on a demandé depuis le mois d'avril. Déjà, c'est bien enregistré devant tous les médias. Donc maintenant, où le Conseil de sécurité va prendre les mesures nécessaires pour intervenir et protéger le peuple syrien, ou c'est la guerre ouverte en Syrie qui peut se propager facilement en Irak, Jordanie, Liban, la Palestine, la Turquie, l'Iran il est déjà bien impliqué dedans. Donc ça va... une guerre régionale. Bien sûr. Alors, je vous propose de faire réagir Fabrice Balanche. Je vous propose avant cela bien d'écouter justement Bourhan Ralioun, qui est le chef du CNS du Conseil national syrien, qui a réagi aujourd'hui au discours du président Assad. Il s'exprimait d'Istanbul. On écoute Bourhan Ralioun. Maintenant, il est évident qu'il n'y a plus d'autre alternative que d'aller devant le Conseil de sécurité de l'ONU, dont le devoir est de protéger les peuples qui subissent des violations de leurs droits fondamentaux, des génocides ou des crimes contre l'humanité. Toutes les organisations internationales ont prouvé que c'est ce qui se passait en Syrie. Fabrice Balanche, est-ce qu'il y a des chances qu'une résolution passe au Conseil de sécurité? Est-ce que c'est possible? On sait que la Russie et la Chine sont opposées à toute intervention. Tant que vous avez le veto chinois et russe, de toute façon, on ne peut pas avoir de résolution au Conseil de sécurité. Alors certains évoquent peut-être une résolution au niveau de l'Assemblée générale des Nations Unies. Ou alors ils font référence à la guerre de Corée. Voilà. Mais ça, il faut se rappeler de l'histoire. C'est-à-dire que si l'Assemblée générale de l'ONU a pu voter la guerre de Corée, c'est parce qu'à l'époque, l'URSS faisait la politique de la chaise vide. Et donc, ils n'étaient pas présents. Donc là, en l'occurrence, c'est pas le cas. Vous ne pouvez pas avoir de résolution à l'ONU contre la Syrie avec le veto russe, chinois, plus des pays comme l'Afrique du Sud, l'Inde, qui y sont toujours opposés. Alors après, je suis d'accord, effectivement, si on veut faire tomber à tout prix ce régime, il faut l'intervention militaire parce qu'il est solide. Il a les forces de sécurité avec lui, donc il tient. Et il peut tenir encore longtemps s'il n'y a pas d'intervention étrangère? Oui, moi je pense qu'il peut tenir des années. À terme, je pense qu'il est condamné par la démographie, mais dans une génération. Mais à court terme, il peut encore se maintenir. L'économie syrienne ne s'est pas écroulée, la livre syrienne ne vaut pas le prix du papier, 55 livres pour $1, ça reste honnête par rapport au cours précédent. Il a le marché irakien pour exporter ses produits agricoles. Même avec la fermeture de l'économie syrienne aujourd'hui par rapport à la Turquie, l'industrie syrienne repart. Les industriels d'Alep travaillent 24 heures sur 24 pour notamment le marché local et le marché irakien.
écoutez, il ne peut pas tomber comme ça. Sophia Amara, vous qui êtes allée à la rencontre de la population syrienne, est-ce qu'aujourd'hui, ils appellent à l'aide la communauté internationale? Est-ce qu'eux-mêmes sont pour une intervention militaire? Parce qu'au final, il n'y a pas d'autre solution. Je dois entendre Fabrice Balanche, eh bien, c'est un régime qui peut tenir encore des mois, des années. Alors justement, je pense que le problème est mal posé en Europe. La décision ou ce qu'attendent les Syriens ne nécessite pas nécessairement d'aller au Conseil de sécurité. Aujourd'hui, les Syriens que j'ai vus, et même l'armée libre avec qui j'ai vécu pendant 7 jours, donc les officiers de l'armée libre qui ont fait défection pour justement condamner cette machine à tuer de Bachar el-Assad et qui aujourd'hui s'oppose sur le terrain aux forces régulières lorsqu'elles s'attaquent aux civils en tout cas, eh bien eux ne demandent pas une intervention. Ce qu'ils veulent, c'est une zone d'exclusion aérienne et une zone de sécurité. Pourquoi ? Pour une raison très simple, parce que selon eux, ces forces dont vous parlez, qui soutiennent Bachar et qui selon vous pourraient les soutenir pendant encore longtemps, c'est peut-être vrai, c'est peut-être faux, on ne peut pas le savoir. En tout cas, le régime ne tombera pas facilement, ça c'est clair. Ce qu'on peut dire, c'est que selon les Syriens, il y aurait dans les forces régulières, dans l'armée, qui compte quand même 1 demi-million d'hommes, des divisions entières prêtes à faire défection. Mais le problème, c'est que, je vous termine, ces officiers et ces soldats ne peuvent pas partir, s'ils ne mettent pas leur famille en sécurité dans une zone sécurisée, parce qu'ensuite, c'est les familles qui sont prises, arrêtées, torturées, violées, puis tuées. Ça, c'est un. Ensuite, c'est parce que ces divisions qui seraient prêtes à partir et à faire défection avec leurs chars et avec leurs armes, il faudrait qu'elles aient un endroit où se retirer et un non-fly zone, donc une zone d'exclusion aérienne, qui empêcherait à ce moment-là les forces aériennes syriennes régulières d'entrer en action et d'immobiliser immédiatement toutes ces divisions qui feraient défection. Donc c'est ce qu'ils demandent. Ils ne veulent même pas d'armes, parce qu'aujourd'hui, ils ont suffisamment d'armes. Mais ce qu'ils veulent, c'est une zone d'exclusion aérienne et une zone de sécurité côté Jordanie ou côté Turquie. Fabrice Balanche. Oui, déjà pour une zone d'exclusion aérienne, ça serait pareil que pour une intervention. Il faudrait l'aval de l'ONU, donc ça sera difficile. Ensuite, vous dites que des divisions entières veulent partir. Il faut quand même savoir que l'armée syrienne, l'encadrement est bien noyauté par la communauté alawite, par des responsables. Et par conséquent, si les hommes de troupes et des officiers subalternes voudraient partir, je doute quand même, vu l'organisation de l'armée syrienne, que des divisions entières puissent faire sécession. J'ai vu des chars se faire brûler et des chars arriver avec sur leur dos des chars, mais pas des divisions. Non, mais qui peut dire dans quelques semaines, dans quelques mois, ce sera peut-être le cas. Si on va faire un bilan de 10 mois. Voilà, on reste dans le pessimisme et on le laisse massacrer les populations. C'est pas pessimiste, mais réaliste. C'est tout. Non. Elle a fait ça. La révolution ne se fatigue pas, ça avance. De plus en plus, on a démarré par 14 points de manifestations. Là, on est presque à 400 et plus. La division de l'armée qui s'agrandit jour après jour. Même l'organisation des révolutionnaires, les hommes de combat sur le terrain, c'est bien organisé pour défendre et protéger les manifestants. Donc, nous, on est en train de s'organiser correctement. L'armée se joindre à nous. On s'arme pour protéger la population de plus en plus. Donc, nous, on ne se fatigue pas. C'est le peuple. C'est la révolution. Mais eux, l'autre côté, s'affaiblit, même si ça veut durer. Nous, on est dans la tête un chiffre. Déserteurs. Finalement, on n'a pas de chiffre. On va gagner. Il n'y a pas de retour. Autour de 15 000, Fabrice Balanche, oui. On ne sait pas. On ne sait pas. 15 000 maximum, je suis d'accord avec vous, mais vous avez 250 000 soldats à l'armée syrienne, plus une centaine de milliers de supplétifs avec le service de sécurité. Tout à fait. Donc 15 000 sur 250 000, c'est pas... Sophia, beaucoup de gens, vous qui étiez justement avec l'armée syrienne, qui arme cette armée? Alors ils ont plusieurs moyens de s'approvisionner en munitions et en armes. D'abord, ceux qui font défection viennent avec leurs armes, ce sont des armes légères, donc ça ne compte pas vraiment. Pas suffisant. Bien sûr. Ensuite, je les ai vus tendre des embuscades, et dans le film vous le verrez, pour justement attraper des munitions appartenant à l'armée régulière. Ensuite, ils en achètent auprès de l'armée régulière, et c'est là justement la preuve que l'armée n'est pas complètement acquise à Bachar, parce que pour une poignée de dollars, ces gens sont prêts soit à donner des informations, soit à tenir des checkpoints et à laisser passer des gens, des médecins, parce que les médecins, les médecins sont une cible, mais directe du régime de Bachar el-Assad, soit des médicaments, soit des journalistes, dont moi, et ces gens sont soudoyés. Donc c'est comme ça. Sinon, il y a des pays aussi qui arment, le Liban, notamment évidemment, la Turquie. Non, la Turquie justement non, parce que moi les soldats libres que j'ai rencontrés ils se plaignaient justement de la Turquie qui selon eux, et c'est la réalité, est un État fort et était complètement imperméable à ce genre de trafic. Par contre le Liban
des soldats de l'armée libre m'ont confirmé qu'ils avaient reçu depuis le Nord Liban une quantité intéressante, selon leur expression, d'armes de toutes sortes. Alors on parlait je vais vous donner la parole, Randa Kassis, on parlait justement de la Turquie, qui est évidemment un pion clé dans cette crise aujourd'hui, qui est donc voisin de la Syrie. Et le Premier ministre turc, donc, qui a demandé déjà il y a longtemps le départ du président Bachar el-Assad, s'est exprimé encore hier, Recep Tayyip Erdogan, qui craint une guerre civile en Syrie. On l'écoute. Nous partageons 910 km de frontières avec la Syrie. Et la situation qui s'est développée tend à se transformer en un conflit interreligieux et en une guerre civile. Cela doit cesser. La Turquie doit jouer un rôle de premier ordre. Si une guerre civile se déclenche, cela aurait des conséquences très graves pour nous. De nombreux Syriens viendraient se réfugier dans notre pays. On peut imaginer, Fabrice Balanche, qu'il soit peut-être un peu plus modéré maintenant sur le dossier syrien. Recep Tayyip Erdogan, lui qui a quand même poussé au départ d'Assad et qui aujourd'hui, on l'entend, craint une guerre civile et craint un afflux de réfugiés en Turquie. Oui, bon, la guerre civile, pour moi, elle a déjà commencé à Homs depuis l'été, parce que c'est clairement une guerre communautaire à Homs. Ensuite, Erdogan, évidemment, il se modère par rapport à son discours, mais il y a d'autres pays qui se modèrent, le Qatar aussi, c'est modéré par rapport à la Syrie. Est-ce que c'est en rapport avec les pressions de l'Iran dans le Golfe ? Bon, on peut se poser des questions. Après, les Turcs ont des difficultés économiques. Ils peuvent pas contourner la Syrie pour atteindre les pays du Golfe, auxquels font beaucoup de commerce. Et je pense que ça aussi, ça leur pose des problèmes. Randa Kassis, vous craignez une guerre civile qui aurait peut-être commencé à Homs, d'après ce que nous dit Fabrice Balanche ? Je ne crois pas qu'il y ait une guerre civile aujourd'hui en Syrie, mais oui, peut-être, si, bien sûr, s'il n'y aura pas une intervention, s'il n'y aura pas... Quand on parle d'une intervention, c'est inclus, bien sûr, des zones d'exclusion, parce que c'est une sorte d'intervention. Et à quoi servent ces zones-là ? Ça sert aussi, selon mes informations, il y a pas mal des généraux qui sont haut placés, qui attendent quand même un ultimatum de la part des pays occidentaux ou des pays, je veux dire, de la communauté internationale pour commencer à faire une intervention militaire, tout simplement pour lâcher Assad. Ils craignent Assad, ils savent très bien qu'aujourd'hui, s'ils lâchent Assad, leurs familles seront exécutées et ils veulent pas, ils attendent. Il y a pas mal des Alaouites, des généraux, je peux le confirmer, selon mes informations, ne veulent plus d'Assad, mais tout simplement c'est par crainte, par peur, ils sont aujourd'hui ici. Ouais, elle est la phase. Il n'y a pas que la crainte et la peur, il y a aussi les intérêts. Dans la corruption syrienne, la mafia d'Assad qui existe en Syrie. Oui, il a d'ailleurs promis de lutter aujourd'hui contre la corruption. Ah oui, qu'elle commence par lui-même et son cousin, donc et la famille. Vous savez, bon, ils savent, eux, qu'ils seront jugés, oui. Mais il n'y a pas de guerre civile. Parce que le peuple syrien, dès le début, dès le premier jour, il a déclaré que nous sommes unis, qu'il n'y a pas à chercher. La disquette, la chanson de Boussaïna Chaban et d'Assad, depuis fin du mois de mars, ils ont chanté dès le début. Exactement. Pour dire que oui, il y a la guerre civile, sinon on part et tout ça. Et il essaie de faire incarner ça dans la tête des Alaouites. C'est pas vrai. Il y a beaucoup d'Alaouites qui étaient victimes du régime d'Assad, comme il y a eu beaucoup de chrétiens victimes d'Assad, de Kurdes, des Arabes, de tout le monde. Assad, il était vraiment juste et très généreux contre tout le monde, de faire écraser tout le monde. Donc tout le monde s'est réuni aujourd'hui ou demain et on va les faire tomber. Il veut pas, on va les faire tomber et libérer la Syrie. Fabrice Balanche, on va le faire tomber, on va libérer la Syrie, c'est évidemment ce que souhaite aussi Randa Kassis. Aujourd'hui, on voit bien que le président Assad cherche à gagner du temps avec la mission des observateurs arabes. Il y a une élection présidentielle en France, ensuite une élection présidentielle aux États-Unis, comme vous dites, le Qatar qui prend des positions un peu plus modérées, la Turquie aussi. Est-ce qu'il peut réussir ce pari de gagner du temps et de pouvoir se maintenir ?
Je pense qu'il a clairement l'année 2012 devant lui. Ensuite, en 2013, les cartes géopolitiques risquent d'être rebattues. Et là, s'il n'a pas fait la preuve qu'il arrivait à tenir son pays, peut-être que ses alliés peuvent le lâcher, effectivement. Pour revenir à ce que vous disiez, effectivement, toutes les communautés sont victimes de la dictature des Assad. Ça, je suis d'accord avec vous. Mais quand même, à Homs, puisque vous y avez été, vous avez quand même vu qu'il y a beaucoup de familles alaouites et chrétiennes qui ont quitté la ville pour aller se réfugier sur la côte ou dans le Wadi Nassara. Vous savez pourquoi? Forcé par le régime. Forcé par le régime. Non, pas seulement. Pas forcé, poussé. Non, excusez-moi. J'étais là-bas quand ça a été fait. J'ai quand même des familles qui sont chrétiennes à Homs. Bien sûr, et il y en a qui sont restés. Ils n'étaient pas forcés, ils sont partis tout simplement parce que... Ils sont partis se mettre en sécurité. Voilà, pour leur sécurité. Vous pouvez... Non, quand vous dites qu'il y a une guerre civile à Homs, déjà je ne suis pas du tout d'accord. Ça, c'est le premier point. Ensuite, je suis d'accord avec vous quand vous dites qu'il y a un risque de dérapage, c'est clair. Et d'où les reproches qui sont faits à la communauté internationale, qui consistent à dire que pendant 10 mois, ces gens sont restés pacifiques. Vous n'avez pas le droit d'avoir autant attendu. Aujourd'hui, vous allez voir, ça risque de déraper. Évidemment, il y a... même du côté de l'opposition, en tout cas sur le terrain, peut-être des exactions que moi, personnellement, je n'ai pas vues. Et j'ai pu tourner des prisonniers de guerre et des Chabiha qui m'ont dit face à la caméra qu'ils avaient violé, tué, et ils étaient aux mains de l'armée libre, ils étaient soignés avec un chauffage et de l'eau et à manger. D'accord? Donc, on parle de sunnites, on m'a expliqué pour que plusieurs fois, le pouvoir avait dit « quittez Homs, on va raser la ville ». Et les gens se sont sauvés. C'est tout. Et voilà. Et j'étais là-bas au moment, parce que j'étais là-bas en prévision d'un éventuel massacre, que évidemment j'espérais qu'il n'aurait pas lieu, mais je me suis dit que s'il y est, je serais dedans. Sophia Amara, on va terminer avec vous, parce qu'on arrive au terme de ce débat. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué cette fois-ci, lorsque vous êtes retourné là il y a quelques semaines en Syrie? Il y a 2 semaines. Ce qui m'a le plus marqué, c'est la détermination des gens et le fait qu'ils ont pris conscience qu'ils étaient seuls au monde. Et que malgré ça, ils ne comptent plus ni sur la Ligue arabe, ni sur la communauté internationale face au veto chinois et russe. Et malgré ça, ils sont déterminés. Parce que pour eux, ils ont une expression qu'ils répètent souvent, les moitiés de révolution reviennent au suicide. Oui, tout à fait, c'est vrai. Merci beaucoup, merci Sophia Amara, merci Randa Kassis, merci Wael Alafez et merci beaucoup à Fabrice Balanche d'être venu sur le plateau de France 24 pour nous parler de la Syrie. C'est la fin de ce débat, à ne pas manquer évidemment, mais vous reviendrez Sophia Amara pour nous parler de votre documentaire qui sera diffusé sur Arte. On n'a pas de date encore, il est en cours de montage, on aura l'occasion et j'espère bien d'en reparler. Très belle soirée à tous, je vous retrouve demain 19h10 heure de Paris pour un nouveau débat sur France 24.